TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les vacances mises à profit, c'est l'objectif de cette initiation à l'informatique pour les apprenants par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Une initiative nationale qui porte déjà des fruits, comme vous le découvrirez dans ce journal. Aujourd'hui, 31 août, est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Une occasion de penser à la place du traitement par les plantes dans notre quotidien et surtout comment la lier à la médecine moderne. Et puis, Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique en vie, est décédé hier à Moscou. Prix Nobel en 1990, il a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans. Retour sur sa vie dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, ce mercredi. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi et un projet de décret. Il a également écouté une communication et suivi un séminaire gouvernemental. L'essentiel du Conseil, présenté par le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayew Adam. Conseil des ministres du 31 août 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 août 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret, écouté une communication et suivi un séminaire. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif au centre de gestion agréé. S'inscrivant dans le cadre du renforcement de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, cet avant-projet de loi a pour objet principal d'actualiser et de renforcer le cadre juridique pour la création des centres de gestion agréés. En effet, les centres de gestion agréés sont des entités exerçant sous la forme d'associations ou de sociétés de capitaux, à l'exclusion des sociétés à associés uniques. Ils encadrent leurs adhérents en matière de gestion, tiennent leur comptabilité et les assistent dans le domaine fiscal et du droit social. L'adoption de ce texte permettra de disposer d'entreprises fortes, dynamiques, qui sont source de développement de notre pays. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République togolaise. Ce décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des procédures d'enregistrement des populations dans le cadre de l'attribution de numéros d'identification unique. L'étude de ce texte se poursuivra lors de la prochaine séance du Conseil des ministres. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative à la situation de l'inclusion financière au premier trimestre 2022, présentée par le ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Cette communication a permis de relever que le Togo affiche la troisième meilleure progression de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en matière de progression des dépôts collectés. De même, l'encours des crédits dans le secteur de la microfinance s'est accru de 38,3% pour se situer à 327,6 milliards de francs CFA contre 247,6 milliards de francs CFA l'année dernière. Cette progression vient conforter les actions du gouvernement afin d'accélérer l'accès de toutes les populations aux services financiers, conformément à l'axe 1
de la feuille de route gouvernementale. Par ailleurs, il est relevé que le taux brut de dégradation du portefeuille s'est accru. Il est ainsi nécessaire de mettre en œuvre des réformes fortes pour l'assainissement du secteur. Au titre du séminaire, le Conseil a suivi un séminaire sur la stratégie d'assainissement et de supervision du secteur de la microfinance au Togo. Conformément à la réglementation communautaire en la matière, cette stratégie vise à mettre en place des actions permettant de renforcer le cadre d'exercice des activités des systèmes financiers décentralisés, SFD, au Togo, d'accroître les moyens de contrôle des activités menées ainsi que les actions qui peuvent être prises. La stratégie sera mise en œuvre sur une période de 3 ans. Elle permettra à notre pays de préserver ses acquis dans le domaine de la finance inclusive, d'accroître les performances de ce secteur au profit des populations les plus exclues du système financier classique et de protéger les populations vulnérables. Fait à Lomé, le 31 août 2022, le Conseil des ministres. Et durant le Conseil, les membres du gouvernement ont suivi un séminaire sur la nouvelle stratégie d'assainissement du secteur de la microfinance au Togo. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les différents axes de cette stratégie avec les journalistes présents. Je vous en propose un extrait. De la microfinance est un secteur qui est plutôt dynamique. On a vu en termes d'encours de crédit, en termes d'encours de dépôt, l'évolution est constante. Mais il y a un décalage que l'on peut relever. Il s'agit de la dégradation du portefeuille. Et face à cette dégradation du portefeuille, et pour maintenir la vitalité du secteur, il y a une stratégie qui a été proposée par le ministre de l'Économie et des Finances et qui consiste d'abord à revoir, d'une part, le cadre réglementaire et législatif du secteur, renforcer, améliorer, actualiser ce cadre-là. Ensuite, un deuxième axe qui va être touché par cette stratégie, c'est de voir dans quelle mesure l'on va pouvoir renforcer les dispositifs de surveillance du secteur, les dispositifs de veille et les dispositifs de sanction. Parce qu'il n'est pas faux de dire que ici et là, de façon sporadique, il y a eu des dérives. Et ces dérives-là, qui sont dues à des difficultés de gouvernance, méritent, ou en tout cas ouvrent la voie à des sanctions. Donc, deuxième axe, dispositif de surveillance, de veille et de sanction. Maintenant, le troisième axe va concerner l'assainissement même de certaines structures, c'est-à-dire que certaines mesures seront prises pour mieux accompagner le secteur. Et vous suivrez donc l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. L'enseignement des langues étrangères et des matières scientifiques subira une modification à la rentrée prochaine. Et c'est en tout cas l'objectif du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Il a initié depuis ce matin des échanges et des réflexions du corps d'encadrement du système éducatif togolais. Des précisions dans ce reportage signé Magloire Akwe et Christine Pechekialoudé. Formés en 2 groupes, langues étrangères appliquées (LEA) et sciences technologies, ingénierie et mathématiques STEM, professeurs d'université et de l'école normale, inspecteurs de l'éducation et directeurs d'enseignement sont ici à la veille. Ils travaillent à rendre flexible et adapter l'enseignement, apprentissage des langues et des sciences du préscolaire en classe terminale. En toile de fond, 3 mots-clés: compétences, performance et pertinence. Les résultats issus des travaux alimenteront les réformes déjà en cours et en phase avec les nouvelles orientations stratégiques du pays. D'abord, faire l'état des lieux des langues étrangères qui sont enseignées dans notre pays et ensuite établir un rapport détaillé de l'évaluation de ces langues dans les établissements, proposer une feuille de route qui définit les méthodes d'enseignement, les stratégies qui pourraient aider à améliorer
l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères. Le Togo, pays en industrialisation, a besoin de ressources humaines locales qualifiées. La réforme en lien avec l'enseignement des matières scientifiques peut attirer plus d'apprenants vers les filières assez redoutées. Et cette mission nous a été confiée pour proposer une feuille de route sur les enseignements de ces disciplines qui vont tenir compte du développement du pays, de la transformation jusqu'à la consommation. Les exigences de la feuille de route gouvernementale et l'adhésion récente du Togo au Commonwealth ne sont pas étrangères à cette dynamique du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Ce ministère a déjà invité ses agents à utiliser l'anglais comme langue de travail les vendredis. Et pour que les plus jeunes se familiarisent à l'outil informatique avant la rentrée, une formation leur est destinée depuis plusieurs jours déjà. Elle est à mettre à l'actif de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, une formation nationale qui a débuté par Atakpami. Sylvain Rabdo pour le compte-rendu. Occuper les temps libres des enfants à travers des activités récréatives pour leur permettre de mettre à profit leurs vacances. D'où cet engagement de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, engagement relatif à l'initiation des enfants à l'outil informatique. Une manière de les occuper, mais aussi de les aider à cerner tous les paramètres en ce qui concerne la manipulation de l'ordinateur. À partir de maintenant, il faut qu'on les initie. On dit aujourd'hui que l'illettré du 21e siècle, c'est celui qui ne sait pas utiliser un ordinateur. Donc ça, c'est la première activité. La seconde activité concerne les ateliers d'orientation scolaire et professionnelle. Parce que nous avons un problème, le chômage. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mais le travail que nous devons le faire, ce n'est pas seulement en amont qu'il faut le faire, il faut commencer en aval. C'est pour ça que ces vacances-ci, nous avons décidé de travailler avec eux sur le projet professionnel, en déjà les aidant à choisir leur série et leur filière pour ceux qui, après le BPC, pour ceux qui, après le bac. Plusieurs enfants des cycles du secondaire vont se familiariser avec cet outil. Un outil pour renforcer la capacité intellectuelle, mais également les aider à mieux se préparer dès le bas âge. C'est mieux, hein? Il vaut mieux qu'ils se rassemblent quelque part, qu'ils apprennent autre chose. Hein? L'outil informatique étant très très important. Si quelqu'un ne connaît pas l'outil informatique, c'est comme il est illettré aujourd'hui, ça les occuper. Les enfants aiment beaucoup ce qui est audiovisuel. Hein? Et ils sont là pour ça. Ça les motive. J'ai vu devant chaque enfant là-bas, chaque jeune, un ordinateur portatif. Hein? Ils sont curieux et ça va les motiver. Cette formation qui va durer plusieurs jours va également servir de cadre pour sensibiliser les apprenants sur l'orientation scolaire en vue de leur permettre de faire un bon choix de filière en lien avec le marché de l'emploi et surtout les amener à avoir une meilleure vision de leur projet scolaire et professionnel. Et les enjeux du numérique dans la profession du journaliste est l'autre formation à l'échelle nationale, initiée cette fois par 2 départements ministériels, la communication et les droits de l'homme. L'idée est d'amener les hommes de médias à une pratique démocratique de leur métier. L'étape de Cara avec la correspondance de Nestor Mozo. Médias, démocratie numérique et participation citoyenne. C'est le thème sous lequel cette session de formation des professionnels des médias est placée. Une initiative conjointe du ministère de la Communication et des médias et du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République pour amener ces professionnels des médias à mieux comprendre l'implication des nouvelles lois adoptées dans l'exercice de leur métier pour une bonne pratique démocratique en cette ère du numérique. Les participants sont issus des régions Savane et Kara. De plus en plus, l'on voit qu'au nom de la liberté d'expression et donc de la démocratie, les gens croient qu'ils peuvent aller à toute dérive possible. Mais il faut leur rappeler que la démocratie aussi est encadrée par des règles et particulièrement lorsqu'il s'agit de la presse. Si l'on ne prend garde, la presse elle-même, au nom de la liberté d'expression, peut mettre à mal la démocratie. Surtout, nous sommes dans une situation sécuritaire sensible. Journaliste, l'homme de médias doit être celui qui doit faire comprendre mieux les valeurs de la démocratie et les valeurs de la liberté.
À cette formation sont associés l'Agence nationale de la cybersécurité ANSI, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et l'Observatoire togolais des médias OTM. Dans un passé récent, nous avons eu beaucoup de problèmes par rapport à l'interprétation des nouveaux tests contenus dans le document qui régit notre profession. Et c'est important que des ateliers de ce genre soient organisés. Et là où l'atelier devient intéressant également, il aborde une question intéressante aujourd'hui, notamment celle du numérique liée à la sécurité de notre pays et également aux principes démocratiques. État de droit, démocratie et liberté d'expression et d'information, nécessité d'une éducation aux médias numériques. Le rôle des médias dans la promotion d'un cyberespace sûr, le journalisme sensible à la démocratie numérique et à la participation citoyenne, compréhension et implication du nouveau code de la presse et de la communication, de la nouvelle loi organique de la HAC, en lien avec l'interprétation du nouveau code pénal, le journalisme face aux enjeux et rapports de souveraineté, infox, ingérence et contre-ingérence numérique. Voilà précisément les modules retenus. La phase de Kara constitue la deuxième après celle de Lomé pour le compte de la région maritime. Atakpamé sera la troisième et dernière phase qui va regrouper les professionnels des médias des régions plateau et centrales. La saison des pluies a commencé avec ses anomalies. La Direction générale de la météorologie nationale le confirme, et ce qui pourrait avoir des répercussions sur les productions agricoles. Et pour justement préparer les agriculteurs, des travaux ont été menés. Les résultats des prévisions de la petite saison des pluies dans le sud Togo ont été présentés ce jour. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Septembre, octobre, novembre, dans les régions maritimes et des plateaux, il va pleuvoir abondamment, mais avec des irrégularités que le monde paysan doit savoir. Des bouleversements du fait des changements climatiques qui perturbent les saisons. Nécessité de prendre une avance sur le temps en élaborant des prévisions saisonnières. La Direction générale de la météorologie nationale anticipe dans sa stratégie de veille. Nous aurons un débit tardif à tendance normale, mais on aura une fin normale à tardif. Les écoulements. Vous savez, quand l'eau coule, ça ruisselle et ça se converge vers les cours d'eau. Comment alors les cours d'eau vont se comporter? Dans le bassin de l'Oti, au nord Togo, nous aurons une situation excédentaire en termes d'écoulement. Au niveau du lac Togo, on aura une situation normale à tendance excédentaire. Mais au niveau du bassin du Mono, les écoulements seront normaux à tendance déficitaire. L'un des secteurs les plus touchés par ces aléas climatiques, l'agriculture, ce qui justifie cette rencontre avec le regroupement des organisations paysannes. Quelqu'un qui ne sait pas si la saison sera tardive ou pas, il se met à mettre en terre les cultures, aura des soucis. Actuellement, nous disons qu'il faut mettre en terre dès les premiers pluies utiles. La saison sera courte et avec des pauses de pluie. Si vous tardez à mettre en terre les semences, vous serez pris à court. Au cours de la maturation des cultures, vous verrez que les cultures auront manque d'eau. Saison caractérisée par un démarrage tardif, une fin normale, des séquences sèches et longues. La météorologie nationale compte renforcer la résilience des populations face à ces anomalies. Unique but, leur permettre de minimiser les risques et de valoriser les opportunités qui s'annoncent au cours de la saison. Et qui dit dérèglement climatique dit conséquences fâcheuses. Eh bien, certaines localités du pays, justement, ont subi les affres des changements de saison à travers des inondations, des vents violents, bref, des catastrophes naturelles. Eh bien, le gouvernement a pensé aux populations sinistrées. Nestor Mozo, pour des précisions. Du maïs, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des tôles et des vêtements. Ce sont ces vivres et non-vivres qui sont offerts aux victimes des catastrophes naturelles survenues dans la région de la Kara au cours de ces derniers mois. Le gouvernement leur témoigne ainsi sa solidarité pendant cette dure épreuve. L'opération est une tradition du ministère de l'Action sociale qui traduit la politique d'inclusion sociale du chef de l'État et qui consiste à assister les populations éprouvées par les catastrophes naturelles. Le message que nous avons à l'endroit des bénéficiaires, c'est d'être toujours solidaires dans des situations de catastrophe et aider le gouvernement à pouvoir lutter contre le déboisement.
et entretenir beaucoup plus les infrastructures d'assainissement à leur disposition. Cette générosité est allée droit au cœur des bénéficiaires. Ceux-ci ne cachent pas leur sentiment de gratitude. Je remercie le président Forest Nanyazingbe pour le don qu'il nous a fait. Que Dieu le comble de sa grâce et lui donne une longue vie parce que son geste vient nous réconforter. Nous sommes très contents. Je suis déjà débordé. Je m'attendais à qui demander secours. Voilà que le chef d'État, il a vraiment décidé comme nous, on aurait souhaité. On le remercie. Et nous demandait à nos camarades de savoir comment faire pour se protéger contre les cataclysmes, les catastrophes. Ce sont 491 ménages pour 2800 victimes touchées par les catastrophes naturelles qui ont été enregistrées dans 37 localités de la région de la Kara pour cette opération. Et toujours au chapitre des anomalies climatiques, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que suite aux fortes pluies enregistrées dans le bassin de l'Oti ces derniers jours et tenant compte des prévisions hydrométéorologiques, le niveau d'eau observé sur les balises communautaires et dans les stations hydrométriques annonce une tendance au risque de débordement des cours d'eau de l'Oti, de Borgou et de la Kéran. Cette situation critique indique déjà l'engorgement des nappes phréatiques avec un début de débordement des cours et plans d'eau qui pourraient occasionner des inondations dans les préfectures de Pendjal, Oti, Oti Sud, Kéran et Dangpen. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite par conséquent chacun des acteurs impliqués dans la gestion des risques de catastrophes à œuvrer dans le sens de la prévention et de l'alerte aux communautés exposées. Il exhorte par ailleurs l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones à risque d'inondation, au sens de la responsabilité, à la prudence et à la vigilance accrue. C'est un communiqué donc signé par le général de brigade Damham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et au Nigeria, justement, depuis le début de la saison des pluies, les populations de Maïdougouri sont dans la désolation. Les fortes précipitations ont causé plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes. Regardez. Cette rivière, située à Maïdougouri dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormalement élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes, les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tout perdu. Je n'ai plus de maison, elle a été détruite par l'inondation. Comme vous pouvez le voir, je dors ici et vous pouvez voir à quel point mes vêtements sont mouillés. Bien sûr, cette eau est arrivée avec une puissance considérable. Dans cette zone seulement, elle a détruit plus de 30 maisons et tué beaucoup de gens, surtout des enfants. Cette montée des eaux a aussi été dévastatrice pour les terres agricoles. De nombreuses récoltes ont été inondées, réduisant à néant les efforts des agriculteurs. C'est le cas de Mohamed Ousmane. Ce déplacé interne dont la ferme a été inondée après des jours de pluie diluvienne a assisté impuissant à cette catastrophe. Ces 8 dernières années, nous n'avons pas cultivé la terre. Mais cette année, nous l'avons fait et nous avons été très malchanceux. Les inondations ont détruit nos fermes. Depuis le début de l'année, plus de 500 000 Nigérians ont été touchés par des inondations dans 23 des 36 États que compte le pays. Les autorités ont promis que les personnes affectées recevraient une aide. Et puis, je vous le disais en titre, le dernier dirigeant de l'ex-URSS en vie est décédé hier mardi. Mikhail Gorbatchev s'est éteint dans un hôpital à Moscou à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie grave. Le prix Nobel de la paix en 1990 a passé les 20 dernières années de sa vie dans un quasi-anonymat. Il sera donc inhumé samedi prochain à Moscou. Aujourd'hui est la journée africaine de la médecine traditionnelle et elle en est à sa 20e édition. Et le Centre omnithérapeutique africain a donc réuni ce matin à Lomé des médecins et des praticiens de la médecine traditionnelle, histoire de penser à la stratégie la meilleure pour pouvoir intégrer et développer surtout une synergie pour l'intégration de la
médecine traditionnelle dans les structures sanitaires au Togo. Les précisions avec Carmen Madji Akako. La médecine traditionnelle, principale source et parfois l'unique moyen de soins de santé en Afrique, à en croire à l'OMS. Son intégration dans les structures sanitaires modernes serait aussi un recours pour assurer la santé pour tous. Le Centre omnithérapeutique africain COA veut bien croire à cette coalition médecine traditionnelle, médecine moderne. Médecins, pharmaciens, chercheurs, collaborateurs du COA et représentants des institutions sanitaires réfléchissent donc sur les voies et moyens à développer pour intégrer la médecine traditionnelle dans les structures sanitaires. De nos jours, même les médecins de la médecine traditionnelle utilisent les données analytiques, les analyses biologiques, les radios, etc. pour voir ce qui se passe chez le malade avant de le soigner. La différence, c'est que le médecin traditionnel soigne avec les plantes de chez nous. Ça va se faire dans le cadre d'une collaboration. Sans cette collaboration, la santé de nos populations va en pâtir. Au Togo, l'expérience a su déjà son cours. Depuis quelques années, la division de la médecine et pharmacopée traditionnelle associe la médecine moderne à ses travaux de recherche. Une cohabitation facilitée par le gouvernement avec des outils juridiques et politiques. Nous voulons qu'on puisse rassembler les médecins de la médecine conventionnelle, donc formés à l'européenne, et les praticiens de la médecine traditionnelle, qui soignent les malades très sérieusement et très bien, comme nos ancêtres ont toujours fait. Ce mercredi marque la 20e journée africaine de la médecine traditionnelle initiée par l'OMS. Pour le Centre omnithérapeutique africain, c'est l'occasion de promouvoir la collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle pour la bonne santé de tous. Le temps qu'on a perdu, jusqu'à ce que vous veniez expliquer. 19 septembre 1972, 19 septembre 2022, 50 ans d'amitié et de relations diplomatiques entre la Chine et le Togo. Cela se fête et l'association Amitié Chine-Togo marque donc déjà ce cinquantenaire à travers une rencontre d'échange ce matin avec l'ambassadeur de Chine au Togo. Alexandra Adekambi, Christine Péché-Kialoudé pour le compte-rendu. 50 ans d'histoire florissante entre la Chine et le Togo. L'association Amitié Chine-Togo AACT célèbre ses noces d'or marquées par les relations fructueuses dans les domaines politiques, socio-économiques et culturels. Depuis 1972 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Chine a posé des actes hautement positifs dans le sens de l'amitié entre les deux pays. Donc on ne saura en aucun cas ignorer cet événement. C'est la raison pour laquelle nous avons célébré cet anniversaire aujourd'hui et l'acte fondamental qui a été posé très tôt dans le cadre de ces relations au temps du président Yadema, cet acte est en train d'être renforcé à notre grand bonheur. Le Togo et la Chine se portent mutuellement soutien. La coopération évolue en se renforçant. La Chine prend notamment des mesures pour faciliter l'exportation des produits togolais. 98% seront exemptés de droits de douane à partir de ce 1er septembre. L'amitié entre la population constitue le socle du partenariat entre les deux pays. Porter le partenariat historique, cinquantenaire entre nos deux pays à un niveau plus élevé. Je suis convaincu que le partenariat sino-togolais puisse apporter plus de bénéfices tangibles à la population. L'association Amitié Chine-Togo est depuis 36 ans au service de cette coopération agissante. Son président et certains membres ont été distingués. La Chine accompagne son bon fonctionnement avec des vivres et autres équipements. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis Joseph Messan-Boboy du journal Imagine Demain. Le gouvernement
a examiné un avant-projet de loi relatif au centre de gestion agréé. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'un centre de gestion agréé et combien en existe actuellement au Togo? Un centre de gestion agréé, c'est un organisme qui peut prendre la forme d'une association et désormais d'une société de capitaux et qui a pour objet d'accompagner les très petites, les moyennes entreprises dans la gestion de leurs activités, dans leur comptabilité et peut également les accompagner en matière de droit fiscal et de droit social. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des centres de gestion agréés, on peut d'abord parler de ceux qui peuvent créer les centres de gestion agréés, étant entendu que les centres de gestion agréés, je le disais tout à l'heure, peuvent prendre la forme d'une association, donc remplir les conditions de création d'une association ou d'une société. Il est exclu évidemment les sociétés de capitaux à associés uniques. Donc ceux qui peuvent créer les centres de gestion, ce sont les membres des chambres de commerce et d'industrie, les membres de chambres d'agriculture, de chambres de métiers, des membres des associations professionnelles regroupant par exemple des commerçants, des experts comptables également ou des experts fiscalistes. Donc aujourd'hui au Togo, on a un centre de gestion agréé pilote qui est logé auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec un démembrement dans la région de la Kara. Et ce centre-là couvre toute l'étendue du territoire et justement c'est pour élargir la base de ces centres-là que ce avant-projet de texte est adopté. Germain Doubidi du site Interface Presse. Parlez-nous encore davantage des critères pour la création de ces centres de gestion. Pour les critères, je pense qu'on peut revenir sur la nécessité de se constituer en association ou en société de capitaux. Donc tout type de société de capitaux peut être constitutif d'un centre de gestion agréé à l'exclusion des sociétés avec un associé unique. Donc, j'ai parlé des différents organismes qui peuvent créer des centres de gestion agréés et au titre des autres critères, les formalités à remplir au plan administratif peuvent se rajouter aux critères que j'ai cités plus haut. Je reviens encore, j'ai une autre question justement concernant toujours les centres de gestion agréés. Est-ce qu'il y a des innovations majeures et quelles sont les implications également de l'avant-projet de loi examiné? Si vous parlez des innovations de cet avant-projet de loi, peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. Vous savez, les centres de gestion agréés dans notre pays sont l'émanation d'une directive de l'UEMOA en 1997. Et cette directive qui crée et organise les centres de gestion agréés a été transposée dans notre ordre juridique en 2004. Alors, le constat qui a été fait, c'est que les centres de gestion agréés sous cette forme originaire n'ont pas atteint leur cible. Donc en 2020, l'UEMOA a proposé une révision du cadre juridique des centres de gestion agréés. Et c'est de cette révision qu'est tiré désormais cet avant-projet de loi qui est présenté en Conseil de ministres aujourd'hui. Et les innovations qui sont portées par cet avant-projet sont plutôt intéressantes. Avant 2020, seule la forme associative était retenue. Désormais, les sociétés de capitaux peuvent porter un centre de gestion agréé. Et au-delà de cette innovation qui n'est pas négligeable, on peut citer aussi désormais la possibilité pour les centres de gestion agréés sous forme associative de pouvoir bénéficier de subventions, qu'elles soient privées ou publiques. Les centres de gestion agréés ont désormais la préférence sur les marchés publics à hauteur de 5%. Et cette préférence n'exclut pas celles qui étaient déjà disponibles au plan communautaire et qui étaient portées à hauteur de 15%. Il y a également la possibilité pour les centres de gestion agréés d'avoir une représentation auprès de l'OTR pour piloter leur structure. Donc il y a autant d'innovations aujourd'hui avec cet avant-projet de loi et qui permettront ou qui faciliteront en tout cas l'extension du champ d'activité des centres de gestion agréés dans notre pays au bénéfice des très petites et moyennes entreprises. Il ne faut pas perdre de vue l'utilité des centres de gestion agréés. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une petite
ou moyennes entreprises, vous n'avez pas toujours les moyens d'avoir un comptable pour vous accompagner dans votre activité au quotidien. Vous n'avez pas toujours les moyens d'avoir un gestionnaire ou même un juriste. Un centre de gestion agréé a cette vocation-là, de pouvoir accompagner plusieurs petites structures pour leurs activités de comptabilité, de gestion et même dans les petits contentieux de droit social. La fiscalité qui n'est pas à négliger est également prise en compte par les centres de gestion agréés. Donc, au total, si le texte est voté à l'Assemblée nationale et que les centres de gestion agréés fleurissent sur le territoire, nous pouvons en tirer une plus grande formalisation des entreprises du secteur informel et également une aide importante aux TPME. Je réponds au nom de Honoré Lemou, journaliste à Niveau TV. Alors, ma question porte sur l'examen du projet de décret relatif à l'identification biométrique. Où est-ce qu'on en est exactement? Ça ne fait pas si longtemps que cela. Je pense que c'est une perception de la temporalité qui peut donner cette impression-là. Lorsqu'on parle de l'identification biométrique, on parle de 2020. On parle de septembre 2020 où la loi qui porte identification biométrique a été votée à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, tout le dispositif s'est mis en place pour pouvoir opérationnaliser l'identification biométrique. Alors, on peut revenir sur les raisons qui ont fondé la mise en place de ce texte. Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement, c'est de pouvoir donner à chaque personne qui réside sur notre territoire un identifiant unique. À quelle fin? Au fin, tout simplement, de savoir qui est sur le territoire et de pouvoir cibler les actions publiques qui peuvent être à destination des personnes résidant sur le territoire. Faciliter également les interactions entre les individus et l'administration publique de façon générale. Donc le texte a été voté et lorsqu'on parle d'identification biométrique, on est sur un sujet plutôt délicat, plutôt sensible, parce que les données personnelles doivent être protégées. L'identification d'une personne est un lien important avec cette personne elle-même. Donc il y a des étapes à franchir. De ce fait, le texte de 2020 a été modifié en 2022 et depuis, il y a une série de textes d'application pour pouvoir organiser la collecte des données qui serviront à établir l'identité numérique, donc la collecte, la sauvegarde et également les modalités de modification de ces données-là. C'est ce qui peut donner l'impression de la durée, mais aujourd'hui, je pense que le chronogramme est aligné et l'on peut espérer que d'ici la fin de l'année, le premier Togolais soit enregistré et bénéficie d'une identité numérique. Aujourd'hui que le gouvernement a examiné le projet, est-ce qu'on peut dire que cela permettra une accélération du processus? On est déjà dans l'accélération du processus. Ces textes qui sont votés ont pour objet justement de cadrer le mouvement. Sinon, il n'y a pas d'écueil actuellement dans l'évolution du projet. Le gouvernement est plutôt rassurant vis-à-vis des populations pour indiquer que le processus se passe plutôt bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'intérêt même de l'identification biométrique? L'identification numérique est aujourd'hui l'identification la plus fiable possible d'un individu parce que chaque individu est unique et les données biométriques sont à l'avenant. Et parce que les données biométriques sont uniques, lorsqu'elles sont rattachées à un individu, on a la certitude d'avoir en face l'individu qui est concerné. Et le niveau de sécurisation que l'on peut avoir avec l'identité numérique peut permettre des actions plus précises, plus rapides dans on va dire, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, qui est construit autour d'une digitalisation accrue des échanges. Monsieur le ministre, quels sont les impacts de la microfinance sur les acteurs économiques au Togo et en réalité, quel est le poids de la microfinance dans l'économie togolaise? Lorsqu'on veut parler de l'impact de la microfinance au Togo, je pense qu'on peut s'arrêter sur juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on a près de la moitié des Togolais qui sont touchés par les services de la microfinance.
Donc on a ici un secteur qui est particulièrement dynamique dans notre pays et qui permet aux populations les plus éloignées des services bancaires classiques et les plus exposées, on va dire, de bénéficier d'un service qui est quasiment l'équivalent d'un service bancaire. Est-ce que ces microfinances aujourd'hui sont toujours capables d'octroyer des crédits dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds national de la finance inclusive, par exemple? Il existe un partenariat très fort entre l'État et certaines structures de microfinance pour pouvoir atteindre les couches les plus vulnérables ou les plus nécessiteuses en matière d'accompagnement. Et la crise, évidemment, a quelque peu rendu difficile la mise à disposition des crédits, mais l'État n'a pas failli à ses obligations. L'État a continué à accompagner ses partenaires. Je voudrais signaler que ces partenaires sont sélectionnés sur des bases plutôt strictes, ce qui permet d'avoir un partenariat solide. Et aujourd'hui, l'une des mesures fortes que l'État a mis en mouvement pour pouvoir faciliter la tâche à ses partenaires, c'est d'abaisser les taux d'intérêt sur un certain nombre de crédits qui sont mis à disposition des bénéficiaires. Donc on peut considérer que malgré la crise, le partenariat continue de fonctionner et l'État continuera de son côté d'accompagner ses partenaires. Je voudrais savoir à quoi consiste justement cette stratégie pour assainir l'assainissement du secteur des microfinances au Togo. Le secteur de la microfinance, nous le disions tout à l'heure, est un secteur qui est plutôt dynamique. On a vu en termes d'encours de crédit, en termes d'encours de dépôt, l'évolution est constante. Mais il y a un décalage que l'on peut relever. Il s'agit de la dégradation du portefeuille. Et face à cette dégradation du portefeuille, et pour maintenir la vitalité du secteur, il y a une stratégie qui a été proposée par le ministre de l'Économie et des Finances et qui consiste d'abord à revoir, d'une part, le cadre réglementaire et législatif du secteur, renforcer, améliorer, actualiser ce cadre-là. Ensuite, un deuxième axe qui va être touché par cette stratégie, c'est de voir dans quelle mesure l'on va pouvoir renforcer les dispositifs de surveillance du secteur, les dispositifs de veille et les dispositifs de sanction. Parce qu'il n'est pas faux de dire que ici et là, de façon sporadique, il y a eu des dérives. Et ces dérives-là, qui sont dues à des difficultés de gouvernance, méritent, ou en tout cas ouvrent la voie des sanctions. Donc, deuxième axe, dispositif de surveillance, de veille et de sanction. Maintenant, le troisième axe va concerner l'assainissement même de certaines structures, c'est-à-dire que certaines mesures seront prises pour mieux accompagner le secteur. Aujourd'hui, vous pouvez avoir dans notre pays des SFD qui sont agréés, d'autres qui ne sont pas agréés, d'autres qui sont complètement dans l'informel. Donc il y a une nécessité de régularisation pour avoir un secteur informel plutôt solide qui accompagne de façon efficace notre pays. Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le secteur des microfinances, il y a aussi parfois, en tout cas des dérives, il y a des dérives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la mise en place de cette stratégie, nous allons vers la fin de ces dérives? Vous pouvez nous assurer que les microfinances qui escroquent des épargnants ou qui ferment alors que des gens ont épargné, est-ce que tout cela, on va vers la fin? Il y avait déjà des réponses qui étaient apportées à ces situations que vous évoquez, mais ces réponses-là sont complétées par la stratégie. Je le disais, il y a des mesures qui seront prises en termes de veille, de sanctions notamment, et des mesures pour compléter. La stratégie, elle est appelée à assainir le secteur, faire en sorte que nos compatriotes, surtout les plus vulnérables, continuent à avoir confiance, parce que la confiance, c'est l'élément clé dans ces échanges-là, continuent à avoir confiance en ces institutions et qu'ils puissent épargner et obtenir des crédits de la façon la plus sécurisée possible. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.